Imaginez, à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, il y a une boule de glace de la taille de l'Arizona. Sous sa croûte se trouve un océan plus vieux que l'humanité. Et dans cet océan, il y a des molécules qui constituent la base de la vie. Et peut-être autre chose encore. Le 28 août 1789, l'astronome britannique William Herschel a pointé son nouveau télescope, le plus grand du monde à l'époque, vers Saturne. Parmi les points faibles, à peine visibles dans la lueur des anneaux, il a remarqué quelque chose, une minuscule étincelle. Herschel ne pouvait pas savoir qu'il venait de découvrir l'un des objets les plus mystérieux du système solaire. Il l'a baptisé Encelade, en l'honneur du géant de la mythologie grecque enseveli sous le mont Etna. Le titre s'est avéré prophétique. Quelque chose se cachait effectivement sous la surface de ce monde. Pendant près de 2 siècles, Encelade n'était qu'un point dans les télescopes, trop petit, trop loin, trop proche de l'éclat aveuglant de Saturne et de ses anneaux pour qu'on puisse distinguer le moindre détail. Les astronomes savaient 3 choses à son sujet. Il existe, il tourne autour de Saturne et il est incroyablement brillant, plus brillant que tout autre corps du système solaire, comme si quelqu'un l'avait recouvert de neige fraîche. Les premières indications suggérant qu'Encelade était plus qu'un simple morceau de glace sans vie sont apparues en 1980. Les sondes Voyager ont survolé Saturne et ont transmis à la Terre des images floues mais intrigantes. La surface d'Encelade ne présentait pratiquement aucun cratère. Pour un géologue, cela revenait à trouver un cadavre sans trace de vieillissement. Quelque chose renouvelait constamment cette surface. Mais quoi exactement? Il n'y avait pas de réponse. Les sondes Voyager ont poursuivi leur route vers les confins du système solaire, laissant le mystère entier. 17 années supplémentaires se sont écoulées. Le 15 octobre 1997, la fusée Titan a décollé de Cap Canaveral. À son bord se trouvait un appareil qui allait changer tout ce que nous savions sur Saturne et ses satellites. Il a été baptisé Cassini, en l'honneur de l'astronome italien qui a découvert la faille dans les anneaux de Saturne. 7 ans et 3,5 milliards de kilomètres. Tel était le trajet qui attendait la sonde avant d'atteindre sa destination. Le 30 juin 2004, Cassini est entré dans l'orbite de Saturne. La chasse a commencé. Les premiers survols d'Encelade semblaient routiniers. Encore un satellite, encore une lune glacée dans l'escorte d'une géante gazeuse. Les scientifiques s'attendaient à voir un monde mort, un cadavre géologique figé depuis des milliards d'années. Mais Encelade a refusé de jouer le jeu. En 2005, les caméras de Cassini ont capturé l'impossible. Au-dessus du pôle sud du satellite, des jets s'élevèrent dans l'espace, des fontaines géantes de particules de glace, de vapeur d'eau et d'autres choses encore que les instruments n'ont pas encore pu identifier. La matière s'échappait des fissures de la croûte de glace à une vitesse de 1300 km à l'heure et s'envolait dans l'espace, formant l'un des anneaux de Saturne. L'anneau E, terne et presque invisible. Encelade n'était pas mort. Il respirait. Ces fissures, 4 failles parallèles d'environ 135 km de long chacune, ont été baptisées « rayures de tigre » par les scientifiques. Elles suintaient comme des blessures, répandant le sang d'un autre monde. Et ce sang était porteur d'informations. Qu'est-ce qui alimente ces geysers? D'où vient l'énergie de ce minuscule satellite qui, selon toutes les lois de la physique, aurait dû geler complètement il y a des milliards d'années? La réponse s'est avérée à la fois simple et stupéfiante. Sous la croûte glacée d'Encelade se cachait un océan, un véritable océan, liquide et salé. Un océan global, s'étendant d'un pôle à l'autre. L'épaisseur de la couche de glace qui le recouvrait variait entre 16 et 30 km. Et l'océan lui-même. Sa profondeur pouvait atteindre plusieurs dizaines de kilomètres à certains endroits. La gravité de Saturne empêchait ce monde de mourir. Les forces de marée comprimaient et étirent constamment le noyau d'Encelade, générant des frottements. Les frottements générèrent de la chaleur, et la chaleur empêchait l'eau de geler. Mais ce n'était que le début, car l'eau ne suffit pas à la vie. La vie a besoin de quelque chose de plus, et Cassini l'a trouvé. Pour comprendre pourquoi les découvertes faites sur Encelade ont bouleversé le monde scientifique, il faut d'abord comprendre ce qu'est la vie d'un point de vue chimique. Tout ce qui vit sur Terre, des bactéries des sources chaudes aux baleines bleues, est constitué du même ensemble d'éléments, les 6 briques de l'univers, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. Les scientifiques les désignent par l'acronyme SHNOPS. Sans l'un de ces éléments,
La vie telle que nous la connaissons serait impossible. Mais les éléments ne sont qu'un alphabet. Il faut aussi des mots, des molécules organiques complexes, les acides aminés, qui constituent les protéines, les lipides, qui forment les membranes cellulaires, les nucléotides, qui sont à la base du code génétique. Et surtout, il faut de l'énergie pour faire fonctionner tout cet engin. Sur Terre, la plupart des écosystèmes sont alimentés par le Soleil, mais il existe des exceptions. En 2000, des océanographes ont découvert dans l'océan Atlantique, à une profondeur de 800 mètres, un endroit qu'ils ont baptisé la Cité perdue. Il s'agit d'un champ hydrothermal où jaillissent du fond marin des sources alcalines dont la température atteint 90 degrés. Des tours de carbonate blanc hautes comme un immeuble de 18 étages s'élèvent à cet endroit. La plus haute d'entre elles, Poséidon, culmine à 60 mètres. La Cité perdue ne ressemble pas aux fumeurs noirs, ces cheminées volcaniques qui crachent de l'eau surchauffée, saturée en métaux et en soufre. Ici, un autre processus se produit. Il s'agit de la serpentinisation. L'eau de mer s'infiltre à travers les roches du manteau, entre en réaction chimique avec elles et produit de l'hydrogène, du méthane et de la chaleur. Sans volcan, sans magma, sans lumière solaire. Et dans cette obscurité, dans cet environnement alcalin avec un pH supérieur à 9, presque comme celui d'un agent blanchissant domestique, la vie prospère. Des micro-organismes qui se nourrissent d'hydrogène et de méthane. Un écosystème qui existe depuis plus de 120 000 ans, complètement coupé de l'énergie solaire. La Cité perdue a changé la perception des scientifiques quant à l'endroit où la vie pourrait avoir vu le jour. Certains chercheurs pensent que c'est précisément dans de tels endroits, et non dans les étangs chauds à la surface, que les premières cellules vivantes sont apparues il y a 4 milliards d'années. Et maintenant, imaginez, tout cela, mais sur un satellite de Saturne. Les données de Cassini ont montré qu'une serpentinisation se produit au fond de l'océan d'Encelade. L'eau chaude interagit avec le noyau rocheux, produisant de l'hydrogène et du méthane. La température dans les zones de contact dépasse les 90 degrés. L'environnement est alcalin, avec un pH compris entre 8 et 12. Les instruments ont détecté des nanoparticules de silice, qui ne peuvent comme se former qu'à une température supérieure à 90 degrés en présence d'eau et de roches. Encelade est la cité perdue de l'espace, mais en millions de fois plus grande. En 2017, les scientifiques ont confirmé la présence de 5 des 6 éléments Schnops dans les émissions d'Encelade: carbone, hydrogène, azote, oxygène et, ce qui a fait sensation, phosphore. Le soufre n'a pas encore été détecté directement, mais les chercheurs sont convaincus qu'il est présent. Cependant, les éléments ne constituent que la moitié du travail. La question est de savoir s'ils s'assemblent pour former des molécules complexes. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Le 9 octobre 2008, Cassini a effectué la manœuvre la plus audacieuse de toute sa mission. L'appareil a plongé directement dans la traînée d'Encelade. Il ne l'a pas simplement survolée, il l'a traversée à une altitude de seulement 25 km au-dessus de la surface. Sa vitesse était de 17 km par seconde, soit plus de 60 000 km à l'heure. À une telle vitesse, un grain de sable aurait pu transpercer la coque de la sonde, mais le risque en valait la peine. À bord de Cassini, il y avait un appareil appelé analyseur de poussière spatiale. Son boulot, c'était de capter des particules microscopiques et de déterminer leur composition chimique. Le principe est simple. Un grain de glace pénètre dans le détecteur, s'évapore instantanément sous l'effet du choc, et le spectromètre de masse analyse le nuage d'ions ainsi formé. Le problème, c'est que les molécules d'eau sont collantes. À faible vitesse de collision, elles s'agglutinent en grappes et masquent tout le reste. C'est comme essayer de distinguer des grains de sable au fond d'un verre de lait. Le liquide gêne la vision. Mais à une vitesse de 18 km par seconde, tout change. Le choc est si violent que les grains de glace explosent littéralement, se dispersant en particules élémentaires. L'eau n'a pas le temps de se regrouper, et alors, tout le reste devient visible. Les données relatives à ce vol ont été conservées dans les archives pendant près de 17 ans. Personne ne savait quel trésor elles recelaient. En octobre 2025, une équipe internationale de scientifiques dirigée par Nozer Kawara de l'Université libre de Berlin a publié les résultats d'une nouvelle analyse. Ils ont appliqué des méthodes modernes de modélisation informatique à des données anciennes, ce que les chercheurs appellent l'archéologie des données, et les archives se sont mises à parler.
dans les grains glacés éjectés des profondeurs d'Encelade quelques minutes avant que Cassini ne traverse la queue, on a découvert des molécules que personne ne s'attendait à trouver. Des esters complexes, des alcènes, des composés aliphatiques. L'acétonitrile et la pyridine, des substances organiques azotées, ont été provisoirement identifiées. Ce n'est pas simplement de la chimie. Ce sont les éléments constitutifs de la vie. Les esters complexes font partie des lipides, ces molécules qui constituent les membranes cellulaires. Sans membrane, il n'y a pas de cellules. Sans cellules, il n'y a pas de vie. Les amines découvertes sont les précurseurs des acides aminés, les éléments constitutifs des protéines. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est l'âge des particules. Auparavant, les scientifiques analysaient des échantillons provenant de l'anneau E de Saturne. Ces particules pouvaient tout rester dans l'espace pendant des mois, voire des années, exposées aux radiations, aux rayons cosmiques et aux vents solaires. Leur composition chimique pouvait donc avoir changé. Les sceptiques se demandaient si ces molécules organiques n'étaient pas le résultat d'une altération cosmique. Peut-être s'étaient-elles formées après leur éjection. L'année 2008 a définitivement clos cette question. Les particules capturées par Cassini étaient fraîches. Elles n'avaient que quelques minutes d'existence. Elles n'avaient subi aucune altération. Leur composition chimique reflète celle de l'océan d'Encelade à l'état pur. Et dans cet océan, des molécules organiques complexes sont synthétisées. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils n'ont pas été créés par les rayons cosmiques. Ils sont nés dans les profondeurs du satellite lui-même, dans des zones où l'eau chaude rencontre la roche, tout comme cela se produit dans la Cité perdue, au fond de l'Atlantique. Nozer Khawaja, auteur principal de l'étude, l'a formulé ainsi. Ces nouveaux composés organiques peuvent soutenir les réseaux et les voies chimiques menant potentiellement à des molécules biologiquement significatives. Traduction en langage humain. Encelade possède tout ce qui est nécessaire à l'apparition de la vie. De l'eau, de l'énergie, des éléments chimiques, des composés organiques complexes, un environnement stable qui existe peut-être depuis des milliards d'années. La question n'est plus de savoir s'il peut y avoir de la vie là-bas. La question est de savoir pourquoi il ne peut pas y en avoir. Le 15 septembre 2017, à 4h55, heure du Pacifique, le dernier point s'est éteint sur les écrans du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA. Cassini était mort. 83 minutes auparavant, soit le temps nécessaire à un signal radio pour parcourir la distance entre Saturne et la Terre, l'appareil est entré dans l'atmosphère de la géante gazeuse, 20 ans dans l'espace, 13 ans en orbite autour de Saturne, 2 millions de commandes exécutées, 453 000 photos transmises via la Terre. Et voilà, c'est la fin. Mais ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Prémédité, soigneusement planifié, nécessaire. Le carburant était en train de s'épuiser. Sans carburant, il est impossible de corriger l'orbite. Sans contrôle de l'orbite, l'appareil finirait tôt ou tard par percuter l'un des satellites de Saturne. Et si ce satellite s'avérait être Encelade ou Titan, des mondes où la vie pourrait exister, les conséquences seraient catastrophiques. Des microbes terrestres sont restés à bord de Cassini. Malgré toutes les procédures de stérilisation, malgré 20 ans passés dans le vide et exposés aux radiations, certaines bactéries ont pu survivre. Les spores de certains micro-organismes sont capables de résister à pratiquement tout. Si elles avaient atterri dans l'océan d'Encelade, elles auraient pu le contaminer, détruire ce que nous recherchons avant même de le trouver, ou pire encore, créer un résultat faussement positif. Nous aurions trouvé la vie, mais il s'agirait de notre propre vie, apportée depuis la Terre. C'est pourquoi Cassini devait mourir, pas sur Encelade, pas sur Titan, dans l'atmosphère de Saturne où aucune forme de vie biologique n'est possible. Les derniers mois de la mission ont été baptisés la grande finale. 22 orbites entre la planète et ses anneaux, là où aucun appareil n'avait jamais volé auparavant. Chaque orbite comportait un risque de collision avec des particules des anneaux. Chaque orbite fournissait de nouvelles données sur la gravité, le champ magnétique et la composition de l'atmosphère. Dans les dernières secondes, alors qu'il tombait dans les nuages de Saturne, Cassini a continué à transmettre des informations. Ses moteurs fonctionnaient à pleine puissance, essayant de maintenir l'antenne dirigée vers la Terre. L'atmosphère devenait de plus en plus dense. L'appareil a commencé à culbuter. La communication a été coupée. Quelque part là-bas, dans les nuages jaune-brun, Cassini a brillé comme un météore. 20 ans de travail se sont transformés en un bref éclat dans le ciel d'un monde étranger.
Mais les données sont restées. Et 8 ans après la destruction de l'appareil, ces données continuent de changer notre compréhension de l'univers. La découverte d'octobre 2025 n'est pas la fin de l'histoire, c'est un nouveau chapitre. Les scientifiques continuent à fouiller les archives de Cassini en utilisant des méthodes d'analyse qui n'existaient pas en 2008. Qui sait ce qui s'y cache encore? Mais une chose est déjà claire. Encelade n'est pas seulement un objet intéressant à étudier, c'est une cible prioritaire, un endroit où l'humanité doit retourner, et l'humanité reviendra. En novembre 2025, l'Agence spatiale européenne a annoncé ses plans. Encelade a été choisi comme objectif principal de la prochaine grande mission, qui succédera à Jusso, LISA et Athéna. Le lancement est prévu pour le début des années 2040. 2 fusées Ariane 6 mettront en orbite les composantes du vaisseau spatial. Ils s'arrimeront dans l'espace, une technologie qui reste encore à mettre au point. Le voyage jusqu'à Saturne prendra environ 10 ans. L'arrivée est prévue pour 2052 ou 2054, lorsque l'été arrivera au pôle sud d'Encelade et que les geysers jailliront avec une force maximale. Mais ce ne sera pas simplement un vol. Ce ne sera pas simplement un engin orbital. Pour la première fois dans l'histoire, un module d'atterrissage se posera à la surface d'Encelade. Il se posera dans la zone des rayures de Tigre, là où l'eau de l'océan, gelée en cristaux de glace, retombe à la surface sous forme de neige. Cette neige est un échantillon direct de l'océan sous-glaciaire. Inutile de forer 30 km de glace. L'océan rejette lui-même son contenu à la surface. Les appareils de nouvelle génération sont tellement sensibles qu'ils sont théoriquement capables de détecter une seule cellule bactérienne dans un grain de glace. La mission ne cherchera pas seulement des conditions propices à la vie, elle cherchera la vie elle-même, ou ses traces, ou ses précurseurs. L'un des auteurs de l'étude de 2025, Nozer Kawadja, a prononcé une phrase qui pourrait figurer dans les manuels d'histoire. Même si nous ne trouvons pas de vie sur Encelade, ce sera une découverte extraordinaire, car alors se posera la question suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas de vie là où toutes les conditions idéales sont réunies? Réfléchissez-y. Nous avons trouvé un monde avec de l'eau liquide, avec une source d'énergie, avec une chimie appropriée, avec des molécules organiques complexes, avec un environnement stable, existant depuis des milliards d'années. Nous avons trouvé tout ce qui est nécessaire à la vie. S'il n'y a pas de vie là-bas, cela signifie que nous ne comprenons pas quelque chose de fondamental sur le phénomène même de la vie. Cela signifie que nos théories sur son origine sont erronées. Cela signifie que nous sommes un hasard incroyable, statistiquement impossible dans l'univers. Et s'il y avait de la vie là-bas, alors tout change. Alors la vie n'est plus un hasard, mais une loi. Alors partout où il y a de l'eau, de l'énergie et de la chimie, tôt ou tard, une étincelle jaillit. Alors l'univers n'est pas mort, il fourmille de vie, que nous n'avons tout simplement pas encore appris à voir. À 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, une boule de glace perdue dans l'ombre de Saturne, un océan caché sous des kilomètres de glace, des geysers jaillissant dans l'obscurité cosmique. Et quelque part là-bas, dans cette obscurité, se trouve peut-être la réponse à la question la plus importante de l'humanité. Sommes-nous seuls ou non? Dans 30 ans, nous pourrons le savoir. Si vous avez suffisamment de patience, si vous avez suffisamment de volonté, si vous avez suffisamment de courage pour accepter la réponse, quelle qu'elle soit.